Alors, Men in Black 1, qu'est-ce que vous en avez pensé? L'histoire de Men in Black 1, tout de suite. C'est l'histoire, en gros, de K, qui est un agent des MI, des Men in Black d'ailleurs. Une association, une institution complètement invisible dans le monde, puisque chaque membre est anonymisé et complètement détruit des systèmes classiques. Et il va rencontrer J, un policier qui a l'air d'être plus débrouillard que les autres, et donc il va le faire rentrer dans cette organisation, et ils vont devoir affronter Edgar, le cafard. Voilà. Pour le préféré, se tient, il y a une ambiance plus robe que j'ai pas pu retrouver dans les autres. Moins de blagues, moins d'aliens. Je suis d'accord. Patient en chair. C'est un film qui se prend au sérieux. Alors, il se prend pas giga au sérieux. Disons que le ton sérieux et la comédie, je suis d'accord, sont très bien dosés. C'est-à-dire qu'il est plus sobre et plus calme. Et je suis d'accord. Les aliens sont plus discrets. On est surpris en même temps que J quand on les découvre. Qui sautent. C'est vrai. Il déconne pas, ouais. Il a fait une analyse. Mais c'est bien, c'est bien. Ça fait plaisir. L'histoire est assez simple et on va direct vers le plot. Pas trop de temps. Le 1 est pas mal. Quoi? Le 1 était vraiment sympa et original pour le coup. Je l'ai maté plusieurs fois contrairement au suivant. Dans ta vie, tu veux dire? À la suite. Je l'ai revu. J'ai tellement adoré que je l'ai revu plusieurs fois. Par contre, le film des méchants te dégoûte. Ah bah, c'est normal, ouais. J'ai aimé Nostalgie d'enfant. J'aime bien les blagues. La sélection de J. La sélection de J est débile. Oui, alors, moi j'ai adoré la sélection de J. Je m'en souvenais pas du tout de ce film. Hein. En vrai, je me souvenais très peu de films, sauf le 2, qui a une histoire un peu particulière dans ma vie, mais je me souvenais pas des autres. Si, je me souvenais du 3, bizarrement, mais du 1, pas du tout. Et donc, quand j'ai revu la sélection avec les autres qui sont dans l'ARL et surtout pas déroger à l'autorité et tout, c'était très très drôle en vrai. Il est fait avec justesse, pas surenchère. Oui, c'est ça. C'est à la fois drôle et sérieux, comme tu dis, Plo, en vrai. Et après, c'est vrai que c'est pour ça que j'ai franchement détesté le 2. Parce que en fait, on passe d'un humour plutôt sobre à un humour d'ado boutonneux dans le 2 qui est assez violent. Et dans le 3, ils vont à nouveau réduire ça. Ils vont réduire les blagues de cul et tout ça. Et c'est plutôt pas... Enfin, j'aime beaucoup le 3 aussi. Mais dans le 2, je le trouve graveleux au possible. Et c'est très choquant quand on passe du 1 au 2 très vite. J'ai trouvé. Et c'est pour ça que j'aime pas du tout le 2. Coucou, princesse. Bon, je pense que j'aurais vu le 2... j'aurais revu le 2 tout seul... même extrait de la saga, je l'aurais trouvé tellement... Parce que je savais... En fait, je m'en souvenais très bien du 2 parce que je me souviens très bien de la scène d'intro où c'est juste un plan d'une meuf à poil. Et c'est... Enfin... Et tu te dis, mais putain, ils ont fait exprès, en fait. Enfin, c'est fait exprès. Certainement, elle doit impliquer des blagues de cul débilos. Tu parles dans quel film? J'avoue que les histoires d'amour, moi j'étais en mode ah oui, bon, ils sont censés être amoureux. Putain, ça se voit pas. C'est assez. Oui, dans le 2. Ah, bah c'est marrant. C'est marrant. Moi je trouve pas que ce soit l'histoire d'amour qui implique les blagues de cul. C'est d'autres choses en fait. Mais il y en a partout. En fait, on dirait vraiment même quand c'est pas des blagues de cul, genre tout le passage avec le verre dans le métro là. Mais on est en train de s'étaler trop sur le 2. Je l'ai trouvé horriblement débile. Enfin, on dirait vraiment un film pour ados un peu cons, quoi. Enfin, les blagues sont très bas du front, mais même quand c'est pas graveleux et tout, c'est... On dirait vraiment de l'humour en mode... C'est horrible. On dirait vraiment un ado qui rigole bêtement de tout, quoi. C'est horrible. Le 2 est vraiment... cringe en fait, je n'ai pas d'autres mots en fait pour le 2. C'est terrible. Va arriver la femme de la morgue et que l'intérêt vient petit à petit, c'est pas une histoire d'amour qui est posée bam. Et content à la fin de voir le duo de... Surtout que c'est elle qui le... C'est toujours les meufs qui viennent chercher les mecs ou j'ai rêvé. Non, sauf dans le 2 où parce que la meuf elle est pure, tu vois.
Donc là, c'est l'inverse. Mais généralement, les meufs sont assez... comment on dit, elles prennent leur sexualité, on va dire. Empowerment. Elle a toute fin là, très satisfaisante. Elle se fait chier dans la morgue. Le chat du 1. Ah oui, c'est vrai qu'il y a un chat dans la 1. J'aime bien, il est cool. Bon. Oui, c'est un chat. J'avoue que j'ai pas grand chose à dire sur le chat. Alors, qu'est-ce que j'ai noté? Alors, on commence. En fait, le film est une... Enfin, les films... En fait, ce qui est marrant dans cette saga, j'ai trouvé, et même dans le 4e, qui est pas dirigé par le même réalisateur, donc les 3 premiers Men in Black sont faits par Barry Sonnenfeld et la majeure partie de la même team à chaque fois. C'est-à-dire qu'on va retrouver Bo Welch au décor, Rick Baker au maquillage, le même réalisateur, le Spielberg, lui il sera producteur sur les 4. C'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup de références à Spielberg. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a qui d'autre que j'ai noté qui revient souvent dans la technique? Je crois que la maquilleuse est toujours la même. Peut-être que la costumière est toujours la même aussi. Et donc, on dirait des films familiaux. Et même dans le dernier, donc qui n'est pas fait par la même équipe, mais voire pas du tout. Même si, certes, par exemple, le réalisateur va devenir executive producteur et pareil, Bo Welch va devenir aussi executive producteur dans le 4. On sent qu'en fait, tous les films se caméotent les uns entre eux. Parce qu'il y a beaucoup de caméos dans le 2, il y a beaucoup de caméos du 1. Dans le 3, il y a des caméos du 2. Et dans l'International, il y a des caméos sur toute la saga. Plus des caméos à 1000 références alentour. Dont beaucoup pour Spielberg. Et surtout, et je ne sais pas pourquoi, une référence à Dr. Folamour. Car le début, en fait, le générique du premier est une référence en fait au Dr. Folamour. Et ensuite, on aura des références plus pointues. Genre, il y a un numéro qui apparaît dans un des films qui est le même numéro que dans le film Dr. Folamour. Ce film, je suis censée l'avoir vu en cours, mais j'ai rien compris et j'ai trouvé ça très chiant. Donc, je n'ai aucun souvenir de Dr. Folamour, donc je ne pourrais pas vous le conseiller. Même si je crois qu'il il est intéressant dans le sens où il se fout de la gueule de la guerre. Ouais, mais en plus, j'aime pas trop Kubrick. Alors, j'ai découvert... bon, alors, ça s'entend tout de suite que c'est la musique de Elfman. J'ai cru qu'on était dans un Tim Burton dès qu'on arrive. Ça m'a fait rire, d'ailleurs. Ensuite, je savais pas que c'était un Marvel, en fait. Les Men in Black sont un Marvel, puisqu'ils sont issus, en fait, de comics qui, normalement, au départ, viennent de Hercel Comics, qui a été racheté par Malibu Comics, qui a été racheté ensuite par Marvel. Et en fait, c'est 3 mini-séries en 3 albums qui a débuté dans les années 90. Et les Men in Black, à la base, dans le comics, ce n'est pas que les aliens, c'est aussi tous les phénomènes paranormaux, donc on peut inclure les loups-garous, etc. Voilà. On sent Spider-Man aussi dans la musique. Bah, je ne sais pas. Je savais pas du tout. Oui, c'est un Marvel. Bah alors, j'ai envie de dire oui, bah, en tout cas, la seule référence à Marvel qu'il y aura, ça sera dans le 4, et nous verrons que c'est un tout petit caméo musical. Voilà. Et si ça récup la licence? Une section du Shield, pour de vrai? Et un marteau. Attends, tu claques des phrases, je sais pas où il y a des liens. c'est trop dissipé. Donc on sent que ça va parler... c'est... en vrai, ça pourrait être une section du Shield... Même si c'est pas censé, parce que c'est censé être une... comme le FBI ou la CIA, mais en version très cachée, quoi. Il y a un marteau comme ref à Marvel, à Captain... à Thor, tu veux dire, oui, dans le 4, oui. Et c'est à ce moment-là qu'il y aura la ref auditive. Princesse Disney. Donc on sent que ces films ont essayé de parler de racisme entre guillemets et du rapport à l'étranger, même si je trouve il sera vachement mis en avant dans le 3,
puisqu'on fait un retour dans le passé et que G, bah, il est noir, donc dans les années 60, c'est moins bien vu que dans les années 2000 et quelques. Et dans celui-là, il y avait quelque chose qui m'avait marqué, mais je sais plus pourquoi. Mais voilà, même si ça m'a toujours dérangé dans tous les Men in Black, ça me dérange, c'est qu'ils traitent très mal les aliens. Non, Nouma, on parle pas du 3, mais c'est juste que je fais des incartades. Je suis obligée de faire des incartades dans tous, parce que je te dis, ils sont tous liés les uns entre les autres, donc c'est assez perturbant. Mais je trouve qu'ils les... Mais après, si tu veux parler du 3, on parle du 3. Ils sont très violents physiquement avec les aliens, et ils ont aucun respect pour eux, et ça m'a toujours assez stressée et dégoûtée, entre guillemets, parce que ils sont censés leur accorder l'asile politique, entre guillemets. Enfin, c'est censé être une terre d'asile. En plus, ils citent Casablanca, donc, qui est un film qui se passe dans un bar à Casablanca qui est tenu par un mec qui a décrété que son bar était zone franche, c'est-à-dire qu'il n'y aurait jamais de combat entre les nazis et les autres, et les résistants. Et la Terre est censée être le bar de Rick Machin dans Casablanca, donc être censé un endroit où personne s'attaque. Et tout le monde peut vivre, et tout le monde peut vivre en sécurité. Et les Men in Black, ils sont toujours en train de tabasser la gueule des aliens sans aucun problème, quoi. C'est avec le cas vieux dans le 3. Ouais, mais c'est laquelle? Parce que ça me parle pas, le cas vieux dans le 3. Voilà. Démerde-toi. Moi, la première scène, là où il explose la tête de l'alien, je la trouve horrible, en vrai. Avec le chef Cuisto. Ah, je m'en souviens plus, mais oui, ça a dû me gêner aussi. Mais non, mais tout... À chaque relation avec les aliens... tu sais, la scène dans un des films... en fait, limite à chaque relation avec un alien, sauf si l'alien est joli, ils vont les maltraiter. Et extrêmement sadique, ouais. C'est un peu comme les droïdes dans Star Wars. Ah, je connais pas assez Star Wars, désolé. Mais oui, oui, en fait, dès que c'est pas humain, entre guillemets, on a tous les droits. Or non, en fait, c'est des... Enfin, si tu décrètes que c'est des personnes sentientes et que tu leur donnes l'asile, tu les considères comme des humains. Surtout pour parler de racisme et d'exclusion de l'étranger. Juste après, t'es pas censé le tabasser juste parce qu'il a pas voulu te dire ce qu'il savait. Enfin, ça se fait pas, c'est pas... Il n'y a pas de convention de Genève dans le monde ou Enfin, c'est horrible, je trouve, mais bon. Voilà, donc ça c'est toujours le point noir des Men in Black, je trouve. C'est vraiment... C'est jamais traité et c'est tout à fait normal. Genre, c'est drôle de tabasser des aliens. Non. D'ailleurs, je sais plus qui avait dit... En fait, à chaque fois dans des... C'est marrant. Alors, je pense qu'on est quand même pas mal à avoir de l'empathie pour ce qui n'est pas humain. Coucou Lucky, mais il y a beaucoup de... Je trouve qu'il y a beaucoup de critiques cinéma, ou même de gens, généralement, qui disent que parce que c'est pas humain, on a moins d'empathie. Mais je suis pas d'accord, enfin moi je suis pas d'accord en tout cas. Non mais District 9 c'est que ça. Mais parlons pas de... C'était pas pour parler de films qui en parlent, c'est juste le rapport à l'étranger, entre guillemets, je trouve que... Les gens, quand ils regardent des films, je les trouve un peu sévères. Enfin, moi, c'est pas parce que t'as un alien que tu dois pas être empathique envers lui, parce que, surtout, on te le montre comme étant sentient, en ayant des valeurs, en ayant un but, etc. Donc, tu devrais le considérer comme un humain. Enfin, je sais pas. Mais peut-être qu'il y a que moi qui ressens ça. Mais je sais plus dans quelle vidéo ça m'a choqué. Quelqu'un a vraiment dit la phrase « Comme c'est des aliens, on va pas ressentir la même chose. » Mais, enfin, si, moi, je ressens exactement la même chose que... Mais peut-être que c'est la même chose avec les animaux, etc. Donc, on transpose ce qu'on fait vivre aux animaux aux aliens, par exemple. Mais moi, je suis souvent plus touchée par ce qui n'est pas humain que par ce qui est humain. Donc, généralement, je suis souvent pour ce qui n'est pas humain. Malheureusement, les gens se sentent pas concernés. Mais j'arrive pas à y croire, en fait. Parce que là... Là, j'ai du mal à y croire, en vrai. Parce que je pense que à n'importe qui tu dis ça, n'importe qui va te dire, bah ouais, je serais touchée aussi par les gens qui me ressemblent pas, etc. Enfin, par les animaux ou par les aliens. Donc, j'arrive pas à comprendre comment c'est possible de sortir encore des trucs pareils. On dit que l'alien est mort en utilisant des termes...
Oui, c'est vrai. Mais il est particulier. Et j'aurais une anecdote sur ça d'ailleurs. Qui dit, je pense carrément qu'on est aussi atteint par ce qui arrive. Une attitude de cinéma et de fiction. Oui, mais pourquoi on en reste à dire encore je ressens moins de choses pour les aliens au cinéma? Ça n'a aucun sens. Je serais pas touché. Putain, j'arrive pas à y croire, moi. Parce que l'humain est empathique, en fait, de manière générale. On fait croire qu'on n'est pas empathique, mais on est très empathique, en vrai. Mais bon, peut-être que je me trompe. Enfin bref, voilà. Alors oui, j'avais noté l'entretien est incroyable. Moi, il m'a fait beaucoup rire l'entretien, parce que il est vraiment... En vrai, il est très intelligent. Enfin, J. En vrai... Enfin, moi, on me montre un mec qui est capable de tirer une table à lui parce que enfin, on peut pas écrire et que moi, je recrute ce mec direct parce que ça veut dire qu'il est débrouillard, qu'il sait se servir de ce qu'il y a là. Personne lui interdit de bouger la table. Enfin, je sais pas, je trouve ça hyper intelligent, donc j'ai trouvé ça très très cool. Surtout pour montrer que les autres sont des militaires. Alors lui, il est flic, donc c'est censé être la même chose, mais les flics sont censés être moins rigides, mais les militaires, ils sont vraiment en mode et c'est très drôle. Et quand il réfléchit au fait que l'autre il se mouche et tout, ça me fait trop rire. C'est pas des humains, on est moins empathique. Une norme sociale, ah ouais? Ah bah peut-être alors. Ils sont plus vieux que nous. Non, bah non, justement, la personne qui disait ça n'était pas plus vieille que moi. Non, c'est pour ça que je m'épatais que quelqu'un de mon âge dise encore des trucs comme ça. Capacité à comprendre ce que les autres ressentent des choses. Choisir de s'en foutre. Ah ouais? Ouais, mais devant un film qui te présente, je sais pas... Enfin, moi, dans le 4, les antagonistes, je suis très empathique avec eux, en fait. C'est bizarre. L'entretien, c'est une scène parlante sans même avoir de réplique. Une scène parlante sans même avoir de réplique. Alors, c'est... ça... je suis pas sûre. Je suis pas sûre que cette phrase soit logique, mais tu veux dire c'est une scène comique. Une scène comique sans parole. Mais enfin, c'est une scène... en fait, on pourrait dire c'est une scène de... J'allais dire slapstick, mais c'est pas du slapstick parce qu'il fait pas des cascades. Mais c'est du non-verbal. C'est de l'humour non-verbal. Parce que la personne qui t'a dit n'a pas d'empathie pour les animaux. Bah je sais pas, je sais plus où je l'ai entendu, mais ça m'a choqué. Ça m'a choqué. Je sais pas, peut-être qu'il faudrait faire un sondage Twitter. Savoir. Mais je sais pas, moi j'ai toujours l'empathie, même pour les trucs qui... Même pour les aliens qui voudraient détruire la planète pour X ou X raison. Alors, faut qu'il y ait une bonne raison, sinon si c'est juste détruire la planète pour détruire la planète... Moi franchement, je me dis, bah pourquoi pas en fait. Enfin, si les raisons sont bonnes, je comprends. Je vais pas être d'accord, mais voilà. L'humour non-verbal qu'on retrouve pas... C'est très dur l'humour non-verbal, et ouais, on le retrouve pas beaucoup. Là, c'est vrai que l'humour, entre guillemets, de ces films, c'est vraiment de l'humour de... Et encore, je suis pas entièrement d'accord dans le sens où les duos sont choisis pour être les duos le plus classique qui fonctionne, c'est-à-dire le clown triste et le clown joyeux. Donc t'as K qui est le clown triste, c'est-à-dire qu'il est très stoïque, il bouge pas, il a pas de réaction, et J... et lui, c'est le moulin à parole, celui qui fait beaucoup de gags visuels, etc. Donc qui bouge dans tous les sens. Et en fait, c'est le contraste des deux qui va créer l'humour. Et c'est vrai que K, c'est pas qu'il a pas dû... En fait, moi, je le trouve très drôle, K. Et j'ai une anecdote sur Tommy Lee Jones et son rôle sur ça. Les gens qui s'intéressent ou se sentent concernés, que ça, c'est la touche par eux par extension. Oui, ça c'est... Non, mais ça, c'est logique, c'est le fameux truc de proximité, là. C'est le fameux truc de proximité. Je serais plutôt comme K. Il te saoule à jamais exprimer ses sentiments? Bah oui, mais on n'est pas tous capables d'exprimer ses sentiments, en fait. Il faut respecter ça. J'ai noté les aliens café, mais je n'en souviens pas. Et sinon, il y a les deux... Il y a Bleu et Bob, ça m'a fait rire aussi. L'alien qui s'appelle Bob et l'autre qui s'appelle Blablabla. Ça n'a aucun sens. Bien sûr, il y a un milliard de symboliques du nom.
mais ça, enfin, ça, je l'en parle dans ma vidéo sur les noms et les prénoms. Quand je vous dis qu'on anonymise les gens, c'est pas pour rien qu'on leur vire leur prénom et qu'on leur donne leur première, leur initiale. C'est justement dans la symbolique du nom, c'est-à-dire que sans ton nom, tu n'es plus rien, et donc tu fais partie de la masse. On t'a quand même donné une lettre pour te symboliser, mais quand même, on te vire ton nom, etc. Et il y avait peut-être d'autres symboliques du nom, mais je m'en souviens plus là exactement, mais voilà. J'aime beaucoup le... Là aussi... Alors, le chien n'a pas été maltraité dans ce film-là, sachez-le. Même s'il le secoue beaucoup, je trouve. Et j'aime beaucoup Frank, même s'il est très graveleux dans le 2. J'aime beaucoup Frank. Le personnage de Frank est un des personnages les plus connus de la saga. Et c'est pour ça qu'il est même sur l'affiche de Men in Black International, alors qu'on le verra que 10 secondes dans le film. Donc c'est pour dire qu'il est très connu, le chien Frank. Voilà. Putain, je note des trucs et je m'en souviens pas. C'est comme j'étais fatiguée, j'ai pas intégré ce que j'ai noté, c'est dommage. Mais visiblement, la meuf fait un bon discours. Ah oui, je crois que la meuf, elle est un peu féministe sur les bords. Donc c'était cool. Voilà. Il joue avec l'image quelque chose DLJ. Alors c'est... Noma, c'est pas totalement vrai parce que Tommy Lee Jones, il était très triste de pas pouvoir interagir plus. Justement, c'est l'anecdote, en gros. Il adore le personnage de K, mais au début, il était pas giga fan du fait qu'il puisse pas bouger. Lui aussi, il voulait faire de la comédie plus visible, on va dire. Et en fait, il a compris que c'était ce fameux duo classique qui allait fonctionner. Et donc, il a accepté d'être stoïque, etc. Mais ça le faisait chier, en vrai. En vrai, c'est une façon d'exprimer aussi sa tristesse, c'est vrai. Oui, aucun alien n'a été maltraité pour ce film, ce qui est faux. Mais oui. Alors, en anecdote de tournage et de production, c'est un des films de Body Movie qui a récolté le plus en recettes à l'époque. Hein, ça se trouve, ça a changé depuis. Mais c'est un buddy movie. Enfin, en tout cas, il est classé dans buddy movie et il a récolté le plus de recettes. C'est le film buddy movie le plus rentable de l'histoire à l'époque. Les comics de base, j'ai oublié de vous dire, étaient plus sombres et plus violents que le film est. Et en fait, ils ont rendu les films comiques. Et c'est la seule chose avec le paranormal qu'ils ont modifié des comics. Les décors ont été créés pour ressembler à la vision du futur des années 60. Et on verra que ça va encore changer dans le 3, je crois, pour changer de vision du futur. Mais en fait, les décors sont toujours faits en fonction d'une certaine image par rapport à un temps passé. Et c'est pour ça que les décors sont un peu old school, on va dire, parce que c'est vraiment choisi et fait pour. Et Bo Welch s'est dit que les bureaux des Men in Black devaient ressembler à un aéroport, puisque c'est là que transitent tous les aliens. Et donc c'est pour ça que ça ressemble un petit peu à un aéroport et qu'il y a des chaises un peu partout. Donc c'est Rick Baker, je vous ai dit, au maquillage. Rick Baker est un maquilleur extrêmement connu. Il a fait les maquillages les plus emblématiques du cinéma. Et si ça vous intéresse, je vous envoie sur la chaîne de Roumain Oulès, qui en parlera bien mieux que moi. Il en parle souvent. Et là, en fait, il a eu un petit problème, c'est donc il a créé beaucoup, tous les aliens à peu près, c'est lui. Le problème, c'est qu'il y avait certains aliens où Spielberg aimait le corps et Sonnenfeld aimait la tête, et donc il fallait raccorder les deux pour que ça fasse un alien complet. Donc voilà, c'était le seul problème qu'il a trouvé sur le tournage, c'était d'accorder les violons de tout le monde. Voilà, sachant que le cafard... L'acteur qui joue le cafard, attendez, j'ai le temps de... C'est 6 heures de maquillage par jour pour l'acteur qui fait le cafard. 6 heures, c'est beaucoup. À l'époque, c'est un mannequin qui te rebutait le chien. Ah ouais? C'est trop bizarre. Moi, j'avoue que je le connaissais de la série animée.
Alors, je parlais au niveau de l'écriture du perso. Attends. Oui, il a l'air cool. Enfin, je le connais pas très bien, mais Tommy Lee Jones a l'air plutôt cool. Qui a fait la musique. Alors, il a fait un single. Il a fait le single qu'on a passé au début du live. Ça veut pas dire faire la musique. C'est Denis Elfman à la musique. Qui ne finit pas en intérêt romantique. Alors, c'est léger, on va dire. Mais oui, c'est très léger. Le pauvre. Perso du Canada. Tellement bien fait. Bah, moi, j'aime bien. Hein. D'ailleurs, il y a... il a travaillé sur... Attendez. J'écris tellement petit. Attendez. En fait, il a l'acteur qui a joué le cafard... Putain, c'est où? Bon, attendez, je me souviens de l'anecdote. En gros, il a checké... putain, j'aimerais bien retrouver quand même. Ça va m'énerver, sinon... En fait, je sais qu'il s'est bloqué. Il a demandé à ce qu'on lui bloque les articulations pour pouvoir avoir une démarche complètement chelou, pour pouvoir marcher comme un cafard, mais je sais plus si... Voilà, c'est ça. Il a fait une recherche sur les insectes, et il s'est fait bloquer les articulations à certaines articulations pour pouvoir avoir une démarche bizarre et que ça ressemble plus à un cafard qu'un humain qui marche, quoi. Donc son costume, en fait, est fait pour lui bloquer les articulations. Plus les 6 heures de maquillage sur la gueule, ça devait être sympathique. New York a été choisi comme ville principale pour les 3 premiers opus, parce que le réalisateur trouve que New York est la représentation parfaite d'une ville d'aliens, puisque il trouve que c'est tellement cosmopolite que ça l'étonnerait même pas qu'il y ait des aliens qui vivent à l'intérieur, tellement c'est varié les gens qui y habitent. Dans les aliens célèbres de cet opus-là, on a Spielberg, Stallone, le réalisateur, sa fille, Michael Jackson et Elvis. Est-ce qu'on sait pourquoi un insecte? Bah non. Enfin, je sais pas pourquoi pas. Je sais pas. Disons la musique emblématique. Ah oui, bah oui, c'est Will Smith qui l'a fait. Enfin, moi j'avoue que c'est pas... Enfin oui, c'est la musique emblématique, mais je l'avais pas réentendue depuis 1 milliard d'années, donc... J'avais même oublié qu'elle existait, cette musique, donc je sais pas si on peut parler d'emblématisme. Mais oui, c'est en tout cas celle que j'ai passée, c'est celle de Will Smith. Et il va faire la 2e, et après il y aura Pitbull, et j'ai explosé de rire. Quand j'ai entendu Pitbull, j'étais là... Ah, j'étais pas prête. J'avais le CD 2 titres, Men in Black. Bravo, Loud. C'est un point intéressant des premiers Men in Black, qu'il y a des aliens qui ont des tronches d'aliens, et beaucoup d'aliens. Bah parce que, en fait, l'insecte, c'est l'animal le plus éloigné en termes de physionomie des humains. Et donc, on va considérer que tout ce qui a une tronche d'alien, c'est le plus exotique, entre guillemets. Donc voilà pourquoi souvent les aliens ressemblent à des insectes. Parce que c'est ce qui est le plus loin et le plus éloigné de notre morphologie pour que ça soit assez crédible dans le sens où incroyable, trop d'imagination. Alors qu'en vrai, bah, c'est des insectes. Donc, voilà. Et c'est aussi les animaux les plus répulsifs en termes d'imaginaire pour les gens. Et donc, comme c'est tellement éloigné de nous, on va considérer que c'est répugnant. Et donc, c'est très différent de nous. Tu vas avoir beaucoup moins d'empathie pour un insecte que pour un mammifère, en fait. Et ça, c'est une recherche psychologique faite qui existe vraiment. Et en fait, les gens vont avoir clairement moins d'empathie pour les insectes. Et donc, c'est pour ça que c'est très facile de faire des aliens insectes. Comme ça, t'as pas d'empathie et basta, quoi. Les poulpes... Des poulpes? Je me souviens même pas des poulpes. Terrible, je me souviens pas de poulpes. Alors, Tommy Lee Jones donc, a lu le script et a accepté de jouer dedans si il était réécrit. Il était réécrit pour qu'il soit un peu plus fidèle aux comics, car il les trouvait pas assez fidèles encore. Dans le film, à un moment donné... Ah oui, l'espèce de boule là, que Will Smith envoie valser dans tout le
dans tout le bureau. S'appelle le Great Attractor et c'est un objet céleste qui existe vraiment et qui dévie les trajectoires. Alors c'est je pense pas un trou noir, mais ça existe vraiment. Voilà. Différentes gravités, mais il n'y a pas de différentes gravités dans mon monde, entre guillemets. Une question d'ossature. Bah, c'est la même chose que... On est très différents morphologiquement, en fait. Et c'est pour ça que c'est... En fait, c'est juste une question de morphologie. Comme on est très différents physiquement, les gens ont moins d'empathie. Balle rebondissant. Mais je sais pas. Je ne saurais pas répondre. Mais il y a, je dirais pas gravité, parce qu'il n'y a pas d'insectes dans les tréfonds des abysses, qui est l'endroit le plus violent en termes de pression, on va dire. Il y a des poissons. D'ailleurs, il y a le blobfish, qui est considéré comme un alien dans les films, mais qui existe vraiment en vrai. Will Smith a failli refuser le rôle car il avait fait trop... Enfin, il avait l'impression de faire trop de films d'aliens selon lui, puisqu'il venait juste de faire Independence Day. Visiblement, il y a des aliens dans ce film. Voilà, The Blob. Le site Bad Astronomy, qui est un vrai site qui recense et qui débunk tous les films où il y aurait de l'astronomie dedans et qui essaye d'expliquer en fait si c'est correct ou pas correct, a trouvé le film plutôt accurate, donc plutôt juste, malgré le ton humoristique. Donc visiblement, ce qui est dit dans le film est plutôt réaliste, tout en gardant ce ton un peu humoristique, donc c'est du vrai, mais pas trop, quoi. Mais il le trouve plus vrai que certains films qui doivent se la jouer, quoi. Les cafards, il y a plein de cafards dans ce film, et sachez qu'aucune n'a été tuée ou maltraitée pendant le film. C'est vrai, puisqu'elles ont été comptées tous les jours à la fin du tournage pour vérifier qu'il n'en manquait pas une. Et voilà. Et le chien non plus n'a pas été maltraité, ça je vous l'ai déjà dit. Donc on comptait les cafards à la fin des journées. C'est beau. Les costumes ont été créés pour faire référence non pas à Blues Brothers, je connais pas ce film, mais à La mort aux trousses, que je ne connais pas non plus, mais voilà. Super bleu. Quand ils écrasent à la fin, bah c'est rien, c'est une poche de... C'est en fait un faux cafard rempli de farine et d'eau, et hop, tu l'écrases et ça te fait un truc. Ça doit repenser. Je pense qu'il y en avait 50, des cafards, il n'y en avait pas 1000, hein. Ne vous inquiétez pas, hein. En fait, le seul vrai moment où on voit beaucoup de cafards, c'est quand il ouvre, il tape dans une benne, et il y en a une vingtaine qui tombent au sol. Donc voilà, il doit y en avoir 50, et puis c'est tout, quoi. Est-ce qu'ils leur ont donné des noms? Je pense pas. Alors, les souvenirs du... Alors, le premier film fait beaucoup de références aussi aux UFO, aux gens là, qui s'intéressent aux aliens, etc. Puisque tous les souvenirs qui sont implantés pendant le film sont des vrais... alors, je sais pas comment vous expliquer ça, mais en gros, selon leurs croyances à ces gens-là, il y a 4 types de souvenirs qui ont été vraiment faits dans la vraie vie pour expliquer des phénomènes aliens. Je sais pas si cette phrase est très français. En gros, il y a des phénomènes aliens, entre guillemets, qui se sont produits dans la vraie vie. Et les autorités ont donné 4 explications qui sont dans le film et qui sont des souvenirs. Donc en gros, il y a le gaz d'étang qui a été donné pendant le film, le ballon météo, la poche thermale et la lumière venant de Vénus. Ça serait les 4 explications pour expliquer 4 phénomènes qui se seraient produits en vrai. Et qui sont ensuite remis dans le film sous forme de clin d'œil et quand il les zappe, les gens, là. Et qu'il leur dit des conneries pour qu'ils croient à autre chose. Et ils bougent, oui. Oui, ce sont des animaux, ils vivent leur vie. Ils ont le droit de bouger, les pauvres petits. Alors, Linda Fiorentino, donc l'actrice de La Morgue, a gagné son rôle en jouant au poker contre le Real. C'est comme quoi c'est un petit peu l'histoire du Titanic, j'ai envie de dire. Quand Jack il a gagné le droit d'aller mourir dans l'eau froide grâce à sa partie de poker.
L'acteur qui a joué Bugs, je sais pas si vous vous souvenez, mais une de ses premières prises dans le... Enfin, une de ses premières scènes dans le film, c'est de boire de l'eau sucrée. Et en fait, il a fait 15 fois la prise. Et à la fin, il en avait trop marre parce qu'il avait l'impression d'avoir bu trop de sucre. Oui, c'est lui. Vincent Donofrio. Pourquoi 15 fois? Bah parce que c'était raté 14 fois. Manouma, tu connais pas comment ça marche le cinéma en fait? Il a dû faire 15 fois la prise, c'est comme ça. Pourquoi 15 fois? Je ne sais pas, il y en a peut-être un avion qui passait dans le champ, je ne sais pas, je ne saurais pas te dire. Précisément pourquoi les 14 prises précédentes n'ont pas été retenues. Il y a le tunnel où il y a la voiture là qui vole. C'est une réplique exacte du tunnel, du même tunnel. Donc ils ont refait le tunnel dans des studios. Il fait 96 foot de long. J'ai oublié de vérifier combien ça fait 96 foot de long. Ça fait 29 mètres de long. Enfin 30 mètres. Allez, arrondissons à 30 mètres. Donc 30 mètres de long de tunnel refait pour l'occasion. Ça a pris 4 mois à être fait. Et ils ont même été jusqu'à refaire les mêmes graffitis aux mêmes endroits. La scène de fin avec Bugs, donc qui est en animatronics, enfin qui aurait dû être en animatronique, a été remplacée par la CGI, sachant que l'animatronique avait pris 8 mois. Enfin, les scènes avaient été faites et ça avait pris 8 mois à faire et tout a été mis à la poubelle pour remplacer par de la CGI. Il y a 41 scènes et chaque scène coûtait 100 000 $. Et le réalisateur a dit que c'était les 4,5 millions les mieux placés du film. Et j'étais en mode, non mais c'est pas possible. Alors c'est vrai que c'est bien fait, mais au secours quoi. Là j'avoue que je suis un peu perturbée. C'est ça, on l'a acheté. Allez hop, ça dégage. Oh, c'est chaud. Ouais, bah, il avait un peu mal au ventre, je pense. Il devait pas être bien. Et comme c'est un Marvel, c'est étonnamment en fait, c'est un des films qui a lancé la Marvel frénésie, puisque juste après, il y a Spider-Man qui va se mettre en route. Je pense que c'est à partir de là qu'ils ont commencé à comprendre le filon. Et voilà. Alors, je ne sais pas si, comme t'as vu... Enfin, comme t'as dit, avoir entendu un peu de Spider-Man dans le truc, je sais pas si c'était clairement voulu ou pas, mais en tout cas, ça a été décidé après. Donc, mais je vois pas pourquoi c'est... Je vois pas le rapport avec Spider-Man, en vrai. Mais bon, je me suis pas renseignée des masses. Je me souviens pas des Rémi, donc... le neutraliseur, donc l'espèce de petit objet là qui flash les gens, pendant 3 films, ou pendant 2 films je crois, il ne peut pas s'ouvrir et flasher en même temps dans la même prise. C'est-à-dire qu'on doit changer l'angle de caméra pour faire genre ça se fait dans la continuité. Mais en gros, tu pouvais filmer que le truc s'ouvrir ou que le truc flasher. On pouvait pas faire les deux en même temps. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a toujours un raccord d'angle à ce moment-là. Et il y a une référence à l'Horror Picture Show avec l'alien qui se trouve juste à côté de Frank le chien. En fait, ce mec-là ressemble trait pour trait à un des acteurs de l'Horror Picture Show, qui est un alien dans le film. Voilà, donc ça, je voulais spoiler, même moi, je ne l'ai pas vu, donc c'est pas grave, je pense pas que ça va me spoiler. Des masses. Voilà, voilà. Oui, bah, Danny Elfman, ça se reconnaît tellement. Moi, j'ai trop cru être dans un Tim Burton au début. Hein. Donc, voilà. Je savais pas que c'était lui qui avait fait la bande-annonce... les musiques de Sam Raimi, en vrai. Donc, voilà. Et ben, on va pouvoir passer au point moula, sauf si vous avez des choses à ajouter sur ce film. Bah, attends, je vais aller regarder... Zimmer au point. Moi, je suis pas très bonne en Zimmer. Il y en a, je peux reconnaître, mais pas tout. Pas Zimmer. Alors.
Ah si, c'est Danny Elfman, t'as raison. Danny Elfman pour Spider-Man. De Sam Raimi. J'avoue que je savais pas. Scène du premier... Non, pas de premier. Par rapport au film suivant. Je sais pas, les... Non, ça... C'est vrai que, le Bugs est bien fait en vrai, ça passe, on va dire. Mais pourquoi il... Attendez, j'ai un bug. Merci. Les sonorités aiguës... Bah si c'est le même compositeur, oui, c'est souvent le... Surtout si ils ont été faits très rapidement, les mecs ils se font pas chier, ils reprennent leur BO précédente et ils remettent les mêmes gimmicks. Par exemple, t'écoutes la musique de Dory et la musique de Passenger du même compositeur, tu vas voir, il y a deux trucs qui se ressemblent exactement dans les deux. Alors qu'il y en a un, c'est un Pixar ou Disney, je sais plus, et l'autre, c'est un film de SF. Voilà. Et quand c'est trop rush, eh ben, ils reprennent leur gimmick de sonorité. Alors, on va passer au point moula. Vous pensez que le film a récolté combien d'argent, sachant qu'il a eu un budget de 115 millions d'euros. Et cette fois-ci, je peux vous dire qu'il y a la production et le marketing avec. Donc là, c'est 115 millions tout compris, c'est-à-dire avec la com et tout. Moi, j'adore la BO de Passenger, en vrai. Enfin, la première musique de Passenger est incroyable. Il y a des bouts similaires, ouais. Alors, c'est Loud qui est très très près. Loud est vraiment très près. Vous êtes beaucoup trop en dessous, tout le monde. Non, non, allez-y, montez, montez. Non, non, il faut monter, là. Loud est près, mais trop bas encore. Allez, on monte, allez, on monte. Allez, qui dit mieux? Ah, Jihad commence à s'approcher. Pour de vrai. Trop, Odys, trop. Bon, allez. C'est Nouma pour l'instant. Jihad est pas loin. Allez, je vous le dis. 589 millions. Hop. Ah, c'est le Stonks complet. Attendez, je m'en vais. Regardez ça. Un Stonks incroyable. La moula. Ça, c'est ce qui s'appelle rentrer dans son budget. C'est la Stonks, ouais. Ouais, très gros succès même. Hein. Quand tu quadruples, c'est que t'as gagné. Par contre, je suis très contente de la suite. Car nous en parlait du 2. Et je suis très contente. Car quand nous ferons le point moula, vous verrez pourquoi je suis bien contente. Hop. Allez, Men in Black 2. Alors, je sais qu'il y a des gens qui ont apprécié ce film dans le chat. Voilà, alors il va falloir vraiment m'expliquer comment vous ne trouvez pas que c'est cringe et de l'humour de bouton. L'humour d'adolescent boutonneux, parce que vraiment, voilà quoi. Je ne sais pas. Alors, le film sort en 2002, le précédent sortait donc en 97, donc assez longtemps après en vrai. Et voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Donc nous avons comme nouvelle personne, donc on a toujours le duo Tommy Lee Jones, Will Smith, et on a Rosario Dawson qui vient s'ajouter, Laura Flynn Boyle qui joue l'antagoniste, et Johnny Knoxville qui joue le deuxième antagoniste. Et l'histoire... je vais aller chercher le résumé parce que j'ai rien fait, j'ai pas fait mon devoir là-dessus, à chaque fois j'oublie. En gros, l'agent K a été mis à la retraite. Et l'agent J se rend compte que il y a quelqu'un qui menace la Terre, et le problème c'est qu'il n'y a que K qui peut résoudre cette affaire, puisque c'est dans ses souvenirs à lui que se trouve la réponse à l'énigme, et surtout comment sortir la Terre du pétrin dans lequel elle s'est mise, entre guillemets. Donc il va falloir réveiller K et réveiller ses souvenirs. Voilà, du budget. Ah non, moi je parle jamais du budget. Je vous donne le budget et vous me dites combien le film a gagné en retour. C'est Batman qui double son week-end. Oui. Plus du plot du 2. Bon, de toute façon, c'est pas très intéressant. Alors.
C'est marrant parce que le vaisseau de l'antagoniste, on dirait le presse-agrumes de Stark. Stark, qui est un designer français et qui a fait un presse-agrumes exactement comme ça. C'est-à-dire c'est une petite une goutte comme ça, où on pose le citron dessus. Et en fait, il y a des petites pattes comme ça qui sortent. Et c'est vraiment la gueule du vaisseau alien. Alors je me suis demandé si c'était une référence ou pas du tout. Et ce qui est mignon, c'est que l'alien est vraiment tout petit. Voilà. Alors j'ai direct noté, pour les enfants, humour mature. Voilà. Et la dernière note que j'ai notée, c'est pour vous dire que je me suis un peu fait chier devant ce film, c'est les mecs du casier, car c'est la seule chose que j'ai trouvée amusante dans ce film, c'est les mecs du casier qui m'ont fait penser aux petits bonhommes dans comment il s'appelle ? Dans Toy Story, là. Voilà. Les petits mecs du casier, ça me fait rire, mais c'est tout. C'est tout, voilà. Après, il y a des trucs qui sont sympas. En fait, dès qu'il n'y a pas d'humour graveleux, c'est sympa, hein. Ça se regarde. Mais vraiment, il y a beaucoup de choses qui... Il y a plein de moments où j'étais en mode... Ah, quand même, c'est triste. Voilà. Quand j'étais dans un film, quasiment tout me sortait du film. Beaucoup de blagues graveleuses, mise en scène douteuse. Je pense à oublier le reste du film, il y a des trucs sympas. Oui, c'est ça. C'est ça. En vrai, c'est sympa, mais quand t'es dedans, moi, il y a beaucoup de moments où ça m'a... Parce que oui, tout le passage de la poste, en fait, c'est sympa. Et c'est sympa, le passage de la poste. Même j'avais trop... À l'époque, j'avais adoré le petit mec dans le... Étonnamment. Le mec est mince comme un clou. J'avais adoré le petit mec dans la petite boîte, là, qui fume, et l'autre, il lui enlève sa clope, et après, il est en mode... M'en bats les couilles, je fumerai quand même. Ça me fait rire. Et voilà, en fait, il y a plein de petits moments sympas, mais entrecoupés de trop de trucs graveleux. Notamment le Twister. J'adore les vers, là. Les aliens qui se foutent la gueule en permanence de tout, là, qui sont sarcastiques au possible, là, les espèces de larves marron, là, qu'on retrouve dans tous les films, et qui arrêtent pas de claquer des trucs en mode « la Terre est condamnée » ou des trucs comme ça. Les mecs sont hyper drôles, et là, ils sont juste graveleux à faire des réflexions... des sous-entendus sexuels à la meuf qui a rien demandé, franchement, quand ils l'ont amené dans cette pièce là avec les quatre, j'étais en mode mais jamais, moi je reste là en fait. Les mecs font que des allusions cheloues. Je me tire en fait, enfin, c'est extrêmement dangereux. Hein. Donc voilà. Ça m'a mis très très mal à l'aise en vrai. Donc et j'étais très déçue parce que ces aliens là sont extrêmement drôles en vrai. Seulement dans l'ascenseur. C'est ça. Oui, c'est vrai qu'ils sont après dans l'ascenseur, j'avais oublié. J'ai trop peur. Mais il y a plein de trucs qui sont drôles en fait, mais il y a trop de moments cringe en vrai. Donc c'est vraiment dommage, et c'est un de ceux que j'ai vraiment très peu aimé en vrai. Je sais pas, je m'attendais à pire vu comment vous avez... Bah, c'est horrible, hein. Enfin, en vrai, moi je trouve ça horrible. Hein. Juste la scène de l'hôtel, pour moi, c'est non en fait. Tu te rends compte que tu mets une meuf avec 4 aliens, alors tu sais pas leur force en plus, c'est pas parce qu'ils sont minces et pas très hauts qu'ils sont pas très forts, hein, t'en sais rien. Et tu laisses une meuf avec ces 4 personnes qui font que des sous-entendus graveleux et comme ça. Pour moi, c'est littéralement de la mise en danger, mais... Des aliens participaient, c'est vrai. Donc voilà. Et toute la scène du métro avec le pauvre vert là qui deviennent fous, c'était pas incroyable. Voilà. Après, je me souviens pas beaucoup du reste, mais et même l'acteur là qui joue, en plus, pas de chance pour lui, l'acteur qui joue le mec à 2 têtes, il est quand même graveleux lui aussi, enfin il est un peu grave, enfin c'est très bas du front, toutes ses répliques. Et c'est celui qui joue, c'est en fait merde, comment il s'appelle? Le présentateur de l'émission Jackass, ou un des Jackass, je me souviens plus. Le film est graveleux, ça ira plus vite, oui. Le film est graveleux, mais il y a quand même des trucs rigolos de temps en temps. Voilà. mais pour moi, c'est pas le plus intéressant, en vrai. Voilà, donc c'est peut-être pour ça que ça explique ça. Moi, je connaissais pas trop sa tête, donc voilà, mais... Puis commencer avec la meuf à poil direct. Oui, on était obligé ou pas? Voilà.
Alors, le film sort en 2002, donc 1 an après les attentats du World Trade Center. Donc le scénario a été remanié parce qu'il devait y avoir l'affrontement final au World Trade Center. En fait, non. Étonnant, non? Dans celui-ci, il y a un caméo. Donc les caméos aliens sont Michael Jackson, en nouveau le réal, sa fille, donc qui est la petite fille dans la poste, celle qui demande des timbres, Peter Graves, qui est celui qui présente la petite cassette au début, et en fait il est dans son rôle, il est dans son auto-rôle en fait. Et Rick Baker, qui est un des personnes au guichet qui accueillent les aliens. Là, il y a un foutage de gueule officiel de Spielberg, puisque quand on regarde la mini-cassette faite là, avec oui, même la... Oh putain, même la reproduction de comment s'est passé l'échange entre... Enfin, Ah putain, comment ça s'appelle? Quand K, dans le passé, parle avec les autres, là, enfin, il est censé renvoyer je sais plus quoi dans l'espace, là. La reproduction de ce truc, même là, c'est graveleux. La meuf, elle est à moitié à poil. Enfin, mais pourquoi? Pourquoi on était obligé de faire ça? Bon, après, ça se fout de la gueule de Spielberg, donc ça m'a fait rire, mais quoi? Quand même. Oui, je sais pourquoi, mais attendez, je fais dans l'ordre, sinon je vais pas m'en sortir. Et coucou Romain. Coucou. En fait, j'ai l'impression qu'ils ont repris des éléments du 1 qu'ils ont surutilisés avec des éléments graveux. Bah en fait non, ils ont pas réutilisé Enfin, ils ont pas repris des éléments du 1, ils vont pas les enlever en fait. En fait, ça fait partie du lore, donc ils sont là à chaque fois. Hein. Le Carlin, les Verts, ils sont dans le 3, ils sont dans le 4. Hein. Ça fait partie du lore en fait, tu vas pas les virer comme ça. C'est juste que là, ils ont écrit tout le film comme s'il fallait en faire des caisses pour ados boutonneux, comme si c'était la cible en fait. Et ça se trouve, ça a été demandé que ça soit la cible. Et après, ils se sont rendus compte que ça flopait de ouf. Et ils sont revenus au 4 au 3, pardon, qui est revenu un peu adulte quoi. Je pense qu'ils se sont grave trompés de cible pour le deuxième en fait. A plus, Romain. Encore merci et bonne chance, nous sommes avec Mais je pense qu'ils se sont trompés de cible pour le 2. Je pense qu'ils ont cru que c'était des ados qui allaient voir ce film-là, alors que pas du tout. C'était, je pense, des gens un peu plus évolués, on va dire, en termes d'humour. Et c'est pour ça que le 3, en fait, tu vois bien que le 3, il a pas continué sur cette lignée, et ça fait du bien, en vrai. Le tournage s'est passé en 2 parties, parce qu'en fait, ils pensaient qu'il allait avoir des grèves au milieu, donc ils avaient prévu un temps de grève et de reprendre juste après, mais finalement, il n'y a pas eu de grève, donc ils ont quand même fait le tournage en 2 parties. C'est-à-dire qu'ils ont fait les effets spéciaux au milieu, ils ont fait un bout de tournage, ils ont fait des effets spéciaux, et après, ils ont terminé, quoi. Et donc c'est marrant. Rick Baker donc, est un nouveau maquilleur sur le projet et il a enfin réalisé un croquis d'un alien oiseau qu'il avait pensé 30 ans auparavant. Il a réussi à claquer un croquis de 30 ans dans un film et je trouve ça mignon d'avoir gardé une idée pendant 30 ans et d'avoir réussi enfin à la foutre quelque part. Quoi. J'ai mis un collant à mon micro. Oui, c'est pour faire un filtre pop. Oui, mais c'est pas le sujet. Dans le film 2 et 4, il y a certaines blagues du premier qui reviennent. Oui. Bah dans le 2, en fait, c'est parce que c'est pour montrer l'inversion des rôles. C'est-à-dire que là, c'est J qui connaît tout de l'organisation et K qui est le newbie. On le voit très bien dans le fait que quand il est dans l'ascenseur, en fait, au lieu de se retourner pour rentrer, eh ben, il reste dans le même sens que comment il est rentré en fait, enfin, il se retourne et hop, il est pas dans le bon sens. Et ça, c'est exactement ce que J a fait dans le premier. Et dans le 4, bah, c'est pareil en fait, comme c'est pas un reboot, mais c'est une suite avec différents personnages. Bah, là, pareil, tu te retrouves dans la même situation où la personne ne connaît pas comment ça fonctionne et donc va tripoter parce que voilà. C'est le même chien qu'a joué Franck, donc du 1 au 2, sauf qu'il a pris plus certains... il a pris plus 7 ans, donc il fallait lui maquiller les poils blancs qu'il avait autour de la truffe. Donc j'ai trouvé ça marrant. Je
J'ai trouvé ça marrant qu'on doive maquiller un chien pour cacher ses poils blancs et qui ressemble à l'ancien lui. Donc l'acteur qui a joué les deux visages, a joué les deux visages, vous en doutez bien. Donc en fait, il a fait ses prises de vue réelles en premier, et ensuite, il retournait sur fond vert avec son visage uniquement. Et ensuite, il était incrusté dans les scènes. Ça doit être quand même spécial de tourner 2 fois, entre guillemets, la même scène avec des personnalités un peu différentes, sachant que tu ne te donnes pas la réplique. Ça doit quand même être spécial. Il y a un pareil, les éléments du 1 qui sont de retour dans le 2, c'est les mecs à vélo là qu'on voit avec des petites boules partout. En gros, c'est des gens qui habitent vraiment dans le quartier et qui passent à chaque fois, quoi. La scène du bouche à bouche... Ah putain, ouais, je m'en souviens même plus. Je crois que j'ai dû cligner des yeux à ce moment-là. Mais les mecs à vélo sont des résidents du quartier. Donc voilà, c'est marrant. Ça m'a fait marrer comme anecdote. Inutile, mais marrante. Dans la poste, il y a la petite fille donc, qui demande des timbres. En fait, à chaque langue de doublage, ils ont changé en fait le nom de la série qu'elle voulait sur ses timbres. Donc aux États-Unis, c'est Razmoket. Pour la Roumanie, c'était South Park. Et pour l'Allemagne, c'était Pokémon. Voilà. Je sais pas en français ce que c'était. Truc organisé par... Non, bah non, c'est juste des random guys. Mais c'est un truc qui est tellement ancré... En fait, c'est comme une encre, donc ça lui fait revenir les souvenirs, je pense. Qu'est-ce que j'ai écrit? Ah oui, il y a la fille de Tommy Lee Jones dans l'appartement où ils viennent chercher des flingues. Et il y a aussi le réalisateur, je crois que c'est le mec, c'est le père de l'appartement qui est présent. Le beatboxer qu'on entend dans la poste est un vrai beatboxer connu. Donc il fait un vrai beatbox pour le film. Il y a un sound design dans le film. J'arrive plus à savoir ce que c'est. Enfin, à quoi ça fait référence. Mais en tout cas, c'est une branche entourée de scotch avec de l'eau dessus. Les Razmoket aussi en français. Bah, c'est marrant. Voilà. Donc une branche entourée de scotch plus de l'eau. Je me demande à quel moment le gars s'est dit « Tiens, je vais faire ça et ça va être très bien. » Les petits bonhommes dans les casiers, c'est le casier C18. Et en fait, c'est une référence au casier utilisé dans un autre film du réal qu'il a fait plus jeune. Donc voilà, c'est d'auto-caméo de sa propre filmo. Il y a une référence à The Rock, qui est une des phrases pendant le combat final, puisqu'à l'époque, The Rock était encore, comment il s'appelle, catcheur, et c'était une de ses phrases favorites, et ça a été repris dans le combat final. Et enfin, pourquoi l'actrice de la morgue n'est pas revenue dans ce film-là? Alors, les rumeurs, c'est que elle voulait revenir, mais Tommy Lee Jones a refusé de revenir si elle venait parce qu'il l'avait trouvée assez antipathique. Elle n'a pas démenti, lui, il n'a pas confirmé. Donc, voilà, on se retrouve avec des bruits qui courent, hein, comme dit Nouma. Et voilà. T'as pas ça? Ah, bah vas-y, dis-moi. Je me suis dit, ouais, ça se trouve, on n'a pas la même. C'est quoi la phrase de The Rock? Je sais pas, je l'ai pas noté. J'ai très peu d'affect pour The Rock, alors je l'ai pas noté. Et ben, on va pouvoir passer au poids moula. Pendant que Nouma nous écrit... C'était quoi son anecdote? Elle s'est choisie par parce qu'elle avait trouvé son personnage mal écrit. Ah bah peut-être alors. Moi j'ai absolument... Enfin je l'ai pas du tout vu celle-là. Je l'ai vu 2 fois l'autre. Juste pour être un love interest. Ah bah ça tombe bien, ça a été un love interest quand même pour Rosa Aria Dawson. Donc, donc voilà. Elle a dit salut. Tac. Ah bah peut-être. Peut-être que les deux. Bon, en tout cas, si c'était son truc à elle, heureusement qu'elle l'a pas fait. Parce que le love interest, bon, c'est un peu bof. Ça sera un mauvais terme. C'est-à-dire, tu l'aimes pas du tout ou tu l'aimes pas dans ce film? Alors, le film a eu un budget de 190 millions.
Donc c'est un chouille plus que... Elle les transforme? Ah, je savais pas du tout. C'est un chouille plus que le premier. Et vous pensez qu'il a récolté combien d'argent? Il a fait un c'est pas un flop, hein, c'est quand même un gros chiffre, mais ça égale pas le 1. Non, c'est quand même un gros chiffre. Plus, vous doublez tous. Voilà, Numa s'approche. Numa est pas loin. Trop, Numa, mais t'es pas loin. Donc je vais donner 441 millions. Voilà, donc c'est pas le Stonks. Enfin, c'est moins le Stonks. Mais ça fait plaisir. Parce que je trouve vraiment que le 2 est pas bon. Donc ça fait plaisir de voir qu'il rempile pas, quoi. Pour une fois, je trouve que les gens ont du goût. Parce que d'habitude, c'est les films que j'aime le moins qui font le plus de chiffres. Mais là, pour une fois, nous sommes du même avis. Sans qu'il s'arrête à mi-parcours en mode... Attends, en fait, non. Hop. Alors, Men in Black 3. Sorti en 2012, donc extrêmement long. Donc 10 ans après, hein. Cette saga est extrêmement longue, en fait. C'est ça qui est marrant. Et ils vont essayer de garder la logique, entre guillemets. C'est-à-dire que... Là, par exemple, dans le 3, ils disent que ça fait 15 ans que J travaille pour les Men in Black. Donc, ils essayent de conserver la logique entre la logique réelle, on va dire, du temps qui passe. Donc, dans celui-ci, en gros, un alien assez puissant qui s'appelle Boris the Animal, donc Boris l'animal, va s'échapper de prison et jure de tuer K, qui l'avait incarcéré et qui aussi lui avait détruit le bras. Et pour ce faire, il va remonter dans le temps et aller tuer le jeune K dans les années 60. Et donc J va devoir lui aussi faire le voyage dans le temps pour sauver son coéquipier de l'amour. C'est celui-là avec la base lunaire, oui. C'est celui-là. Juste Boris, c'est ça. Alors c'est Josh Brolin qui va jouer le jeune K et c'est assez impressionnant. Alors j'ai pas trouvé physiquement impressionnant, mais sa voix en anglais elle est impressionnante parce qu'il a exactement les mêmes mimiques de voix que Tommy Lee Jones, donc c'est assez impressionnant. Après ce qu'on a les deux premiers, sauf pour dire ce truc n'existe pas encore. Le vieux K est bof, le jeune intéressant. Bah, le vieux K, on le voit 15 minutes. Donc, oui. Coucou, Swift. Ah, c'est deux Texans. Je pense que je dirais il faut pas regarder les suites d'un premier bon film. Ouais, bah ouais, c'est là où tu te dis, le 2, franchement, tu l'enlèves, tu perds rien, quoi. Alors que le 3, il est intéressant pour plein d'aspects. Il n'est pas Texan du tout. Bah, bravo, nous. Le mec, il fait une info de chat. Ah bah bravo. Celui qui joue Boris s'appelle Jermaine Clément. Griffin, c'est Michael Stunbay. Et la nouvelle chef des Men in Black s'appelle Emma Thompson. Dame Emma Thompson, j'ai appris. Peut-être mon préféré, c'est vraiment parce qu'il y a du voyage temporel. Il faut juste garder les scènes de cas. Oui, peut-être. Donc je vous ai dit qu'il y avait un blobfish dans le film. En fait, c'est un vrai poisson qui existe vraiment. C'était pas un alien. Hein. J'ai bien aimé la représentation physique du saut dans le temps. J'ai trouvé ça intéressant parce qu'on l'avait rarement vu. Alors, on l'avait rarement vu, oui et non. En vrai, moi, je l'ai rarement vu parce que ça existe dans un autre film, mais que je n'ai pas vu. Mais ça existe déjà dans un autre film précédent. Je crois que je n'ai pas noté ce film-là. Je cherche. Non, bah c'est dans un autre film tourné plus tôt, où il y a exactement ce même procédé, où en fait la personne tombe réellement pour passer dans le temps, et j'ai trouvé ça stylé. On aura une touche de réflexion sur le racisme, qui était pas trop mal, même si c'est terminé par une vanne. Mais bon, on est pour un film qui est
pas giga politique, c'est déjà pas mal. J'ai noté évidemment le travail sur la voix de Josh Brolin, pardon. Chaque fois je fais l'erreur. Est impressionnant. J'ai beaucoup aimé qu'on critique Warhol, parce que je ne suis pas très fan. Il est trop mignon, Griffin, bien sûr. Il est trop mime, t'as envie de lui faire sur la gueule. Et j'ai explosé de rire pour Pitbull à la fin. J'étais pas prête à entendre Pitbull. Pulp du 3, on se voit dans un comic ou dans Hellboy. Ah ouais? Ah, j'ai pas trouvé du tout, moi. Enfin, je sais pas ce que c'est l'ambiance Pulp en vrai, donc je vois pas, mais je trouve pas qu'on soit dans un Hellboy. La fin plot twist du 3, je m'y attendais pas. Ah oui? Moi, je m'y attendais. J'avais... Enfin, je savais... en fait, j'avais une réminiscence de ce qui se passait. D'un peu claqué au sol, genre pourquoi j'en ai... Si, c'est expliqué, Guettares. C'est une phrase dite par le mec qui lui explique le voyage dans le temps juste avant qu'il tombe. Comment, Nouma? Pourquoi tu... Qu'il y avait une boucle faite avec des amants à portée de la saga de... Mais de toute façon, ce que je vous ai dit en préambule, c'est que vraiment, les quatre ne font que parler entre eux, en fait. Ils se font que des références entre eux. Ouais. C'est une phrase dite par le mec. Il le glisse vraiment en mode... Puit, juste avant de disparaître dans son trou, là, par l'échelle. Ah, il fallait être attentif, Guettares, voyons. Alors, le film... Alors, je sais pas si vous l'avez trouvé... si vous avez aimé ce film ou pas. Moi, je l'ai trouvé vraiment bien fait, vraiment cool. Et pourtant, c'est une catastrophe de prod, mais à une échelle stratosphérique, là, à ce niveau-là. Donc vraiment, et c'est ce qu'il a dit... Qu'est-ce qu'il fait, Nouma? Nouma, il pète des câbles. En gros, il n'y a pas pire... pour un film de sortir, enfin de commencer sa production sans avoir de scénario fini. Et là, il n'y avait pas de troisième acte, ce qui est une erreur monumentale, en fait. Donc ils ont commencé, le scénario n'était pas prêt, et Will Smith a demandé de réécrire le scénario avant de continuer. Donc il a arrêté la production pendant quelques mois. Enfin, c'est Will Smith qui a demandé à arrêter la prod pour que le scénario soit terminé, sinon c'était n'importe quoi. Et tout ça a été commencé en 2009 et il est sorti en 2012. Donc c'est impressionnant. Ça c'est dramatique parce que ça coûte une blinde de faire ça. Donc vraiment, c'est ça qui a coûté le plus cher au film en vrai. Ils auraient pu aligner les deux premiers et partir à autre chose. Ah non, mais j'ai l'impression que le film est vraiment en mode familial et que Barry Sonnenfeld, il aime vraiment l'univers et il va garder une cohérence. Et même, je te dis, le quatrième, pour moi, garde la cohérence il renie pas du tout les premiers. C'est ça qui est sympa, en fait. C'est pas un reboot, c'est juste autre chose. Mais ça reste dans la continuité, quoi. J'ai relevé la phrase, mais j'ai pas compris. Ah! Mais c'est ça qui est marrant, parce que... Mais si tu pensais qu'il y avait un supplément d'infos et qu'il n'y en a pas, et ça ne te suffit pas. Enfin, en fait, moi aussi, hein, je pensais qu'il y allait y avoir un supplément d'infos, et en fait, il n'y en a pas. Donc je repars dans mon cheminement de pensée en me disant, bah c'est la seule info qu'on a, donc c'est suffisant. Enfin, c'est suffisant parce que moi, ça me suffit, mais... Pourquoi, dans ce cas-là, tu te poses la question? Enfin, en fait, j'essaie de comprendre, en vrai. Hein. C'est pas méchant ni rien du tout, hein, c'est... J'essaie de comprendre. Mais qu'est-ce qu'il leur a pris? Ils avaient une panne d'inspi. Je sais pas ce qui s'est passé. Alors des fois, il y a quand même des impératifs de planning, des impératifs de droit. Peut-être parce que, tu vois, ça fait plus de 10 ans que la saga existe, donc peut-être qu'ils vont perdre les droits, donc ils sont obligés de lancer la prod pour garder les droits. C'est souvent ces trucs-là qui sont mis en jeu, et sauf que bah, quand c'est pas prêt, quoi. Et c'est peut-être juste ça, quoi. Attends, j'ai pas compris Loud. Parce qu'il a demandé Will Smith pour que ça justifie ça. Bah, le fait qu'il n'y ait pas de scénario prêt. Je n'ai pas compris. Je comprends pas ta question. C'est ça, qu'est-ce qui se passe? Alors là, c'est un hors Marvel en fait, Mixer. Donc je pense pas qu'il soit continué. Bonjour Keferan, merci pour ton 22e mois d'abonnement. Bonjour Keferan, comment ça va?
Non, je pense vraiment que c'est une histoire de droit dans ce cas-là, parce que, en fait, au bout de 10 ans, tu perds les droits. Sur les licences, et donc t'es obligé... Je sais plus quelle licence... Bah, c'est pas Resident Evil, où c'était le même truc, où il était obligé de faire un film. Merci infiniment, tiens, hein. Au secours. Il faudrait que je règle ça. J'avais pas vu. Le type était insuffisant, parce que... Oui, j'ai gardé sauvé pour moi, mais comme c'est ce que j'ai dit sur le 4 sur Discord... Pas trop de questions. Ça justifie pas. Bah si, en fait, qu'il ait vécu, entre guillemets. En fait, malgré le fait qu'il s'est fait squeezer la gueule, en fait, ça se trouve, le réécriteur de souvenirs, en fait, il n'écrase pas les infos, comme on l'a vu, puisque K peut récupérer ses souvenirs. C'est juste que ça les masque par autre chose. Et comme il était sur scène, lui, il n'est pas impacté par le retour dans le temps, en fait. Il y avait Squeezie dans le film. Je ne sais pas. Je ne sais pas à quoi tu fais ref. Après, à la base, quand j'ai commencé avec Will Smith... Non, j'ai dit l'inverse. Le scénario, il manquait le 3e acte du scénario. Ah, Squeezie. Putain, secours. Vous me perdez. Non, j'ai dit le scénario était pas prêt et il manquait le 3e acte. Mais ouais. D'accord. Ah oui, d'accord. En gros, c'est pas que... Ok. Non, j'essaie de comprendre des fois comment la logique fonctionne chez d'autres gens quand ils regardent des films, parce que on n'a pas tous la même logique hein, quand on regarde des films, donc... Moi, tu vois, ça me suffit, en fait, le fait qu'il ait dit juste cette phrase, qu'on ait tout le dénouement, et t'es en mode « Ah, bah, c'est comme ça que ça fonctionne. » Mais parce que j'ai d'autres... je me souviens que... Enfin... Il y a toute l'explication en fait du film précédent où K avait perdu ses souvenirs et tout. Pourquoi J n'était pas fait ça ouais, c'était la question de Guettares. Tout en essayant de ne pas spoil. C'est... on jongle sur des œufs ici. On jongle sur des œufs. N'hésitez pas à me demander pour de futures expressions. Alors, le maquillage de Boris... il a de la chance, ce n'était que 4 heures par jour. Et pourtant, je trouve qu'il a beaucoup plus la gueule affectée, je trouve, par le maquillage que Bugs dans le 1. Mais pourtant, c'est que 4 heures. Alors peut-être que c'est plus une prothèse gigantesque, donc il y a juste à faire le retouche. Ouais, le petit vénard, c'est ça. Donc je ne sais pas. Boris, l'acteur, a choisi de parler comme dans les cours d'apprentissage d'anglais. C'est pour ça qu'il a une façon de parler très hachée et très Where is Brian? C'est parce qu'il a fait exprès de bien hacher tous les mots, comme si il avait appris à parler grâce à des cours d'anglais, quoi. Tu as été pistonné dans le 1 à cause de ce qui s'est passé. Oui, moi aussi je me suis demandé ça. Loud. Mais en vrai, je me suis dit, c'était pas prévu dans le 1, donc ils sont... Donc là, là tu remplis le vide parce que c'était pas du tout prévu dans le 1. En fait, comme ils ont écrit le 3 12 ans plus tard, enfin 14 ans plus tard, voilà quoi. Trouve classe le méchant dans le 3. Oui, il est très sympa. Brian is in the kitchen. Il pète la classe, Boris. Moi, il me fait trop peur là quand il rigole face aux 2 hippies. D'ailleurs, la meuf hippie, c'est la fille du réalisateur. C'est bien parce qu'on la voit grandir dans les films. Il me fait trop peur hein, quand il rigole face à eux. Ah c'est horrible. Ça fait trop peur. Alors pour moi, c'est plus une façon d'essayer d'expliquer. Donc K se dit super rapidement. J'ai été un bon élément pour aimer venir au test. Donc K se dit super aimant. Ah c'est un peu bof cette façon de penser parce que... Enfin, je sais pas... Enfin... Oh, j'en sais rien en fait. J'en sais rien. Parce que je suis en mode... est-ce qu'il le prend parce que... Il a une dette envers lui, entre guillemets, mais heureusement qu'il est bon, ou... Enfin voilà, c'est un peu bizarre quoi. Je le fais bien, au secours. Parce que tu sais dans le 1, KG se voit au dîner le temps d'un café. Puis j'ai fait un test, c'est hyper rapide. Ils font pas... Si, ils discutent avec... Non, c'est pas juste au dîner, hein.
puisqu'ils font toute la scène quand ils explosent la gueule de l'alien. En fait, ils l'emmènent faire un tout petit bout d'intervention avec un alien. Donc là, ils checkent en fait comment il réagit face aux aliens. Et ensuite, ils vont manger au café, au dîner, tout ça. Et après, il vient au test. Dette et heureusement. Avec la scène du gâteau dans la prison, j'ai eu peur que... Oui. Bah, c'était... Ouais, moi aussi. Quand j'ai vu la meuf, j'étais en mode... Oh, c'est reparti pour un tour. Et en fait, bon, ça dure pas des masses. Et puis, ça caractérise le personnage, entre guillemets, pour montrer que c'est vraiment un bon connard. Mais voilà, quoi. Ça se joue en un après-midi. Oui, bah oui. Non, mais j'ai pas dit que ça durait 6 ans. Mais oui. Et je pense que tu peux te faire un avis sur les gens assez vite en situation, hein. Moi, généralement, je me trompe rarement sur les gens quand je les vois. Même très rapidement, je me trompe assez rarement sur les gens. Soit ça passe, soit j'ai un doute. Et quand j'ai un doute, généralement, il est assez fondé. Alors, je ne sais jamais sur quoi il est fondé, mais voilà. Et je pense que l'instinct marche beaucoup quand on rencontre les gens dans la vraie vie. Alors ici, on a changé complètement d'ambiance pour le bureau du Men in Black, pour les bureaux des Men in Black. On est passé à de l'ambiance Atom Punk. Je ne savais même pas que ça existe, cette version. C'est pas du steampunk, c'est pas du je sais pas quoi punk, c'est du Atom Punk. Et c'est un futur idéalisé dans les années 45-65. Voilà. Et ils ont tout refait. Et d'ailleurs, le set qu'on utilise est le même. C'est le même qu'on soit dans le futur, enfin dans le temps présent et dans le passé, c'est le même. C'est juste qu'ils ont réagencé... Putain, j'ai ri. Ils ont réagencé quelques trucs. Et en fait, c'est le même studio, le même set, plateau, on va dire, pour le futur et le présent. Olive et Tom Punk. C'est beau. De toute façon, les explications disent qu'on est dans un monde avec un multivers. Ah bon? Alors ça, non, j'ai jamais... J'ai jamais eu de phrase ou de laisser... Enfin, j'ai pas vu de sous-entendu que c'était un multivers. Ça, je suis... Enfin, en tout cas, j'ai pas le... Si t'as plus d'infos, pourquoi pas, mais... là, je n'ai pas. La costumière en chef a fait plus de 50 costumes spéciaux, c'est-à-dire qu'ils étaient tous travaillés pour des trucs différents, c'est-à-dire la cascade, les gros plans, ou juste le fait de le porter comme ça classiquement. Donc 50 costumes pour tous les Men in Black qu'on voit. Josh Brolin a porté une prothèse nasale, c'est-à-dire un faux nez, que Tommy Lee Jones avait moulé il y a 20 ans de ça et qui avait été conservé. Donc ils avaient conservé le nez de Tommy Lee Jones pendant 20 ans et ils l'ont réutilisé pour le truc. Si on est dans le où il se passe ça. Oui, mais c'est le personnage qui est capable de voir, lui, tous les temps différents, mais le... Enfin, je suis pas d'accord dans le sens où ça fait que le monde est dans un multivers. Enfin, dans ce cas-là... Enfin, oui, en fait, si tu considères que le monde est dans un multivers, mais le monde réel aussi, dans ce cas-là, est dans un multivers. Enfin, puisque le quantique existe, en fait. Je sais pas comment expliquer le fait que je peux pas considérer, parce qu'un personnage est capable d'être omniscient, c'est qu'ils existent. Oui, d'accord, mais... Dans ce cas-là, tous les films... dans tout le monde, puisque dans le monde réel, ça existe, en fait, et c'est faisable, en fait. Si on était capable de gérer le quantique, on pourrait le faire. C'est plus les futurs possibles. Oui, il voit tous les embranchements possibles en même temps. Quasi une réplique, ce faux nez. Ah, c'est, oui. Moulez votre nez. En plus, en mode quantique, il voit toutes les probabilités, mais une seule probabilité existe au final. Oui, c'est ce qu'il dit en plus, c'est que tout s'écrase au bout d'un moment sur elle-même. Donc, ouais, c'est... Enfin, j'arrive pas à considérer que c'est du multivers, en vrai. Parce que, en fait, physiquement, nous aussi, on est capable d'envisager n'importe quelle probabilité de futur. En fait, il suffit que tu te dises, bah, en fait, demain, et t'imagines tout ce qui est possible, et hop, t'es dans un multivers dans ce cas-là. Ce qui n'est, pour moi, pas très réel. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais c'est pas correct.
Pas expliquer ce genre de choses, c'est de la science-fiction. Crédible, parce que ça écrase ma capacité à approuver la fiction. Ouais, mais je sais pas, dans ce cas-là, pourquoi amener ça si c'est pour dire je botte en touche finalement. Parce que je suis pas d'accord en vrai. Mais c'est peut-être juste une question de mots en fait. Mais on est tous d'accord que le personnage est capable de voir tous les futurs possibles et que ça crée une sorte de multivers sans en être en fait. En fait, le multivers pour moi, il faudrait être capable de passer d'un monde à l'autre, mais pas que dans les futurs, dans les passés aussi, etc. Un peu comme Loki quoi. Même si c'est bon, Loki quoi. Ah oui, le neurolaser qu'on voit dans le passé est en fait une version... Ça c'est marrant parce que c'est des tout petits bouts de lore qui ont été ajoutés, mais qu'en fait on est... Là par exemple, moi j'avais pas du tout compris ça, parce que c'est pas expliqué et rien du tout, mais c'est intéressant quand on se renseigne un chouille, c'est de découvrir qu'ils ont pensé quand même au lore à l'intérieur même de l'univers. En gros, ce neurolaser gigantesque là, dans lequel Kafuji, quand il arrive chez les Men in Black, en gros, il est énorme parce qu'en fait, ils n'ont pas la technologie encore assez avancée pour pouvoir en faire plein tout petits. Donc, il y en a quelques-uns qui ont des tout petits, et puis il y a l'énorme neurolaser qui existe et qui sert à, visiblement, neurolasérifier les gens un par un, entre guillemets, et il faut les amener dans cette énorme pièce. Et en fait, c'est trop grand car ils n'ont pas la technologie avancée, car ils sont trop dans le passé, en fait. Donc, j'ai trouvé ça sympathique d'apprendre ça. La moto de... Comment il s'appelle ? De Boris fait 3 mètres de long, 360 kilos, et pourtant elle arrive à aller à 160 km/h. Moi, des fois, je me dis, mais putain, c'est incroyable que ce genre d'engin fonctionne, en fait. Et en fait, elle fonctionne vraiment. C'est une vraie moto qui peut rouler. Moi, j'ai toujours l'impression que c'est du fake, et en fait, non, ça existe. Un gros engin, ouais. Will Smith a essayé de placer son fils à la fin du film. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné puisque le réalisateur a engagé un autre acteur. Et il essayait déjà de placer, son fiston, quoi. C'est le vrai studio d'Andy Warhol dans lequel ils ont tourné. Alors, il y a une blague méta dans le film, mais on peut pas la savoir si on connaît pas l'âge de Josh Brolin. En gros, Brolin, il a 40 ans dans le film, sauf qu'il est censé en faire 29. Et c'est pour ça que Will Smith lui dit t'as quelques miles au compteur. Et en fait, c'est une blague pour se foutre de la gueule du fait qu'on ait engagé un acteur beaucoup trop vieux pour le rôle. La moto de Dark Knight qui roule en vrai. Oui, c'est vrai. Bah, en fait, tous les véhicules fonctionnent. Jolin Brioche. Non, mais c'est le fait qu'il y ait Josh et juste après, quasiment le même son, ça me perturbe. Et enfin, dans celui-ci, les aliens connus qu'on voit dans les télévisions, c'est Lady Gaga, Bill Gates, Tim Burton et David Beckham. Je joue là comme Beckham. J'ai entendu 29 ans, j'ai bugué. Vous mentez. Vous mentez. Alors, on va passer au point moulin. Le budget du film est de 225, donc il a encore augmenté par rapport aux deux premiers. Vous pensez qu'il a récolté combien? On a eu du quasiment 600 et du 440 pour le deuxième. Attendez, lui 29. Ah, bien sûr. C'est plus. C'est même quasiment beaucoup plus. Beaucoup plus. Oh là là, beaucoup plus. Allez, faites monter les enchères. 6, un peu trop, Nouma. Mais au moins, c'est... Non, non, calmez-vous. Ok, t'arrêtes. 8 millions. Non, 800 milliards. Attendez, vous avez donné trop de chiffres. Nouma est assez proche maintenant. Euh... 657, non. 149. 614. C'est Jihad qui commence à être vraiment très près. C'est Superplo, bravo. Et Superplo qui a été voir le chiffre et qui nous le met en cash. Parce que Superplo a triché. Donc c'est bien. 624 millions. Voilà. Mais ouais. C'est pas bien de tricher par contre. Et donc c'est un Stonks complet. Puisqu'il dépasse même le premier. Voilà. Quoi ?
Genre, t'as pas triché. Genre, t'as dit au pif 624. Non, mais c'est pas possible. Je vais aller vérifier ça tout de suite. Après, si t'as dit vraiment 624 au pif, c'est beau. Putain, t'as vraiment dit au pif. Eh ben, c'est un très joli pif. Eh ben, on applaudit. Eh ben, on retire tout ce qu'on a dit, on applaudit Plo, hein. Allez. Mais c'était tellement accurate. Moulez-moi ce pif. Ah oui, on pourrait se le réutiliser après. Attendez, je vérifie juste le vrai chiffre. Ah ouais, non. 624 millions... Non, attends. Bravo, le veau. Ah, je suis nulle en... 624 millions 26 770. Donc c'est pas tout à fait les bons chiffres. Effectivement, bravo. Bravo, super. Tu devrais jouer au loto. C'est peut-être un peu tard et on est dimanche. Je suis pas sûre que ça fonctionne. Allez, le 4e, et on en aura terminé avec cette saga incroyable. Men in Black International, sorti en 2019, réalisé par F. Gary Gray, le même qui a réalisé Fast and Furious 8. Tout est lié. Alors, qu'est-ce qui se passe dans celui-là? Déjà, c'est une sorte... C'est pas une reboot, parce que on continue à garder le lore des premiers. Mais on va se diriger vers un autre groupe de Men in Black. Putain, le synopsis il est un peu merdique. Ok. Alors, on va changer. Je vais faire mon synopsis tout à l'heure. C'est pas la bonne affiche qui est colorisée. Ah oui, merde, désolé. Tant pis. Tant pis. Vous allez devoir imaginer que c'est bien fait. Déjà que j'avais complètement oublié de changer le réalisateur. J'avais mis la bonne date et j'avais oublié le réalisateur. C'est Thor et Valkyrie qui sont sur un bateau, c'est ça. Le film est en noir et blanc, c'est ça. En gros, qu'est-ce qui se passe dans ce film? On suit à la fois l'agent H, qui est un vétéran, on va dire, de la branche anglaise des Men in Black, et une nouvelle recrue qui va se recruter elle-même quasiment, qui est l'agent... Putain, elle s'appelle comment? M. J'avais Molly, mais j'avais plus son initiale, c'est terrible. Qui adore, qui est fan de cette organisation, qui arrive à se faire recruter toute seule. Et ils vont être mis sur une mystérieuse affaire où deux aliens très stylés tuent des gens pour récupérer un truc. Tout ça. Et à Skip, il y aura une taupe chez les Anglais. Pas l'animal, bien sûr. Oui. Ils ont bossé ensemble. Alors on retrouve Madame O. Qui est toujours jouée par Dame Emma Thompson. Dans celui-ci, on retrouvera donc Chris Hemsworth qui joue l'agent H, Liam Neeson qui est le chef de la division anglaise et qui joue l'agent IT, et c'est une référence à quelque chose que j'ai découvert sur la culture anglaise que je ne savais pas. On retrouvera donc Tessa Thompson qui joue l'agent M, Rebecca Ferguson, Mamma Mia qu'elle est belle, une antagoniste, Laurent et Larry Bourgeois, dont on va parler un tout petit peu plus, qui jouent les deux aliens, les deux jumeaux aliens antagonistes. L'agent C est joué par Raph Spall, et Pioni, donc l'espèce de petite créature, est jouée, dont la voix off est jouée par Kumail Nanjiani. Comment ça, bof? Ça te fait un peu peur? Ah, elle est vachement sympa en vrai. Elle est vraiment sympa en plus. Elle est toute mims. Alors, nous avons des relents de féminisme dans celui-ci, car il est très récent, donc il peut porter des... Il est un peu plus politique, je trouve, celui-ci. Bon, à chouille, hein, on va pas non plus... On va pas casser trois pattes à un canard, mais au moins... Il y a un petit relent de féminisme, parce qu'ils arrêtent pas de... Ils ont claqué 2 références au fait qu'on dit Men in Black et pas Women in Black. Donc c'est assez drôle. J'ai noté les chaussettes pour dormir. C'est non, hein. On est d'accord. Attendez, on va faire un sondage.
Allez, petit sondage. Ça fait plaisir. C'est plus moderne, on va dire. Ça coupe la circulation. Bon, ça dépend. T'es pas obligé de foutre des chaussettes qui t'écrasent les pieds. Je pense pas que ça coupe la circulation. Pour dormir, mais aussi pour copuler. Hein. N'oublions pas qu'il y a copulé hein, juste avant. Alors moi, j'ai trouvé extrêmement... qui a dit oui? Bah, c'est Jihad. Ah ouais, mais il fait froid, mais tu mets un pantalon, mais ça suffit. Moi, je mets pas de chaussettes. Même s'il fait moins 12. Oui, s'il fait... Non, mais si, ouais, si t'es dans la neige, je veux bien croire. Chaussettes de sexe. Avec une flébite, je les retiens pour dormir. Ah ouais, toi, tu... Par contre, ouais, non, si t'as une flébite, garde-les quand même, si tu veux pas mourir. Bon, après, quand t'as une flébite, t'es censé avoir ton truc, quoi. Il fait 12 chez toi, mais tu crois qu'il fait combien chez moi, Jihad? Ça fait 6 ans que j'habite dans un appart qui n'est pas chauffé. C'est pas pour rien hein, que j'ai ça en permanence, ceci en permanence, et que j'ai un chauffage portable pour survivre. Hein. Chaussettes, c'est ok. Ah ouais, non, moi je peux pas. Hein. Même s'il fait 5 degrés, je peux pas te mettre des chaussettes. Hein. C'est terrible, hein. Je mets... Je crois que je réfléchis si j'en ai mis une seule fois. Même s'il faisait... Pourquoi faut pas déconner. Ah, mais peut-être qu'il les a remis après avoir copulé. Mais je pense pas qu'il ait fait froid dans son truc. Hein. J'ai pas suivi avec le rapport. Bah, c'est avec le rapport avec le film. C'est que quand il copule avec la madame Chris Hemsworth, en fait, quand il se réveille, il a des chaussettes. Et ça m'a... Voilà. Et ça je lance un débat. Voilà. C'est que Thor met des chaussettes au lit. Le bruit des vents dessous, ouais. Eh bien, vous êtes sur 10 personnes, non pour les chaussettes, et oui pour les chaussettes à 2 personnes. T'as pas fait gaffe? Ah, moi, ça m'a trigger direct hein, quand j'ai vu les chaussettes. J'ai beaucoup rigolé pour le ralenti, parce que là, c'est marrant d'avoir mis un cliché cinématographique en intradiégétique, c'est-à-dire à l'intérieur du film, c'est un alien en fait qui règle la vitesse d'avance et de recul de Chris Hemsworth pour qu'on ait un plan ralenti sur Chris Hemsworth qui fait comme ça. Et ça, c'était très très bien trouvé et très rigolo. Surtout que c'est sur un mec, donc c'est sympa. De pas avoir fait ça sur une meuf par exemple, donc ça renverse le cliché sexiste et en plus c'est rigolo d'avoir détourné un cliché à l'intérieur même du film. J'étais outrée. J'aime bien. Disait dormir, j'ai marqué dormir. Bah là c'est dormir et copuler. Parce que oui, des fois on dort même si on copule. J'ai marqué Rebecca Petit Cœur évidemment car je l'adore. J'ai trouvé le film assez drôle, j'ai beaucoup ri, notamment avec Pioni. Je pensais pas que la petite bestiole me ferait rire. Et en fait, le fait qu'ils se parlent pas et qu'il y ait l'échange avec la petite bête au milieu, là, ça m'a fait rire. Et puis, ils sont détestables, H et C, qui sont détestables entre eux. Moi, j'ai trouvé ça assez drôle aussi. Et bien sûr, le cliché ennemi tout poteau. J'adore. Donc, un ennemi qui devient un poteau, moi, j'adore. On dort même si on copule. Les deux en même temps. J'ai bien aimé ce film, je comprends pas qu'il se soit ramassé niveau critique. Ah ouais? Oui, c'est vrai qu'il est très très faiblard, mais c'est vrai que je le trouve très très drôle et très très bien. Et enfin, il fait le café quoi, c'est voilà. Le ennemi to ami, moi aussi j'aime bien. J'aime beaucoup. Alors, ce film a commencé à être mis en production en 2015, donc ça a mis très très longtemps. Surtout qu'il devait être un reboot et un mash-up avec 21 Jump Street. Alors, je ne sais pas, je ne connais pas les 21 Jump Street, j'ai très peu envie de les voir, car ça a l'air très bas du front. Mais avoir un mash-up avec les deux... What the fuck, les bros? Donc quand j'ai appris ça, j'étais en mode, bah merci, hein, merci la vie. Voilà. Ça aurait été pire que... Ah ouais, d'accord, super. Donc voilà, j'étais bien contente de non, en fait. Donc ça a mis beaucoup de temps à se faire, mais heureusement, ça ne s'est pas fait.
Alors, dans ce film-là, on a beaucoup de décors, puisqu'on a quasiment tous les décors intérieurs sont à Londres. On a une île volcanique dans les mers Tyriennes qui sont près de Naples. Et quelques décors à New York. MIB 2, le retour. Cette fois-ci, c'est Charles Wood qui a été au décor. Il a notamment fait il est notamment chef décorateur pour Avengers Endgame, Doctor Strange et autres Marvel. Donc il est plutôt au courant de ce qui se passe dans le Hollywood triple A. On va les appeler les triple A maintenant. Un gros budget. Et cette fois-ci, ils ont choisi de plutôt se porter sur des décors art déco des années 40 et dans un classisme britannique pour changer, vu que c'est la branche britannique, ils se sont un petit peu écartés des idées américaines. Ah! Alors là, on est parti sur les costumes. Non, je vous raconterai après les costumes. Les costumes ont été bien sûr taillés à l'anglaise, puisque nous sommes la branche britannique. Et c'est Penny Rose qui est la chef costumière. Et elle a été aidée de Sir Paul Smith. Alors visiblement, c'est une sommité, ça doit être un... Comment on appelle ça? Les gens là qui font de la haute couture. Il doit être connu, hein. Mais voilà. Et d'ailleurs, il est dans le film, c'est le vieux mec, enfin le vieux monsieur des machines à écrire. Il a aidé Penny Rose à faire tous les costumes portés pendant le film. Et chacun, ouais, couturier, oui c'est vrai, pourquoi s'emmerder. Chacun a une particularité. Celle du costume de Chris Hemsworth, c'est qu'il a des chaussettes qui sont pas classiques. Alors voilà, le costume va jusqu'aux chaussettes et ce n'est pas des chaussettes classiques. C'est pour ça que j'avais le droit de faire cet aparté chaussettes au lit. Et la particularité du costume de Liam Neeson, c'est qu'il est avec un gilet. Et c'est pour ça que j'ai tilté tout de suite sur le costume de Liam Neeson. J'étais en mode incomplet 3 pièces. Voilà, je garde calme. La tronche des chaussettes, oui, en plus elles sont à la limite avec des petits motifs dessus et tout. L'acteur donc qui joue la voix off de Pony, donc Kumai, est venu spécialement dans les studios pour donner la réplique aux acteurs et actrices pour que ça soit plus réaliste et que ça soit plus vivant. Sinon, il aurait fait ça tout seul dans son coin en studio et ça aurait été un peu triste. Liam Neeson, ouais, non, je suis pas fan. J'aime bien, j'adore sa voix évidemment. Il est trop papa pour moi, mais oui, il est pas dégueulasse, on va pas se mentir. Par contre, il fait que des films de merde, donc c'est un peu triste. Là, il en a encore fait un, c'est horrible. J'ai envie de lui dire, arrête de prendre des films nuls, en fait. Ça suffit. Ouais, voilà, c'est la catégorie au-dessus, Liam Neeson. Mais oui, nous sommes d'accord. Mais très joli en costume, 3 pièces. L'acteur qui joue l'agent C a adoré jouer son personnage car il a découvert qu'il adorait jouer les gens exécrables car il trouve que dans la vraie vie, on passe trop de temps à être gentils les uns les autres et que c'est très bien, mais que pour une fois, ça lui donnait l'occasion d'être un gros connard et ça lui faisait plaisir de pouvoir enfin se lâcher. Donc voilà, je veux bien comprendre en vrai que ce genre de rôle, ça doit être un petit peu grisant parce que enfin, tu peux lâcher tes démons intérieurs. Et c'est vrai que le duo H-C est assez fameux parce que ils se respectent tout en s'insultant et c'est sympa quoi. Harrison Ford. Moi j'aime pas du tout Harrison Ford, mais même quand il était jeune, voilà. Moi j'ai 40 ans, donc... Moi pour moi. Allez, let's go, Keferan. Oui, c'est pareil pour Chris, c'est chouette de le voir dans le film où il n'y a pas un gros militaire américain badass. Oui, bah c'est comme celui qui joue Captain Américain et qui est dans À couteau tiré. Absolument magnifique. Sa prestation dans À couteau tiré, juste pour cette prestation, il faut voir ce film. Ce film est incroyable de base, mais en plus avec l'autre Chris, dont j'ai encore oublié... parce qu'il y a trop de Chris, voilà, Chris Evans, incroyable quoi. C'est un peu le même genre quoi. En petite laine. J'ai hâte car retenu le pull. C'est vrai que le pull m'a choqué en vrai. Il fait de plus en plus de rips comiques.
Oui, Chris Hemsworth c'est très très bon en fait en comédie. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un du staff qui a dit qu'il avait un charme naturel sans en faire des caisses et qu'il avait une propension au comique assez facile. Donc voilà. Le pull de Chris Evans dans quel film? Dans À couteau tiré. Chris Pine. Ah non, j'aime pas du tout Chris Pine. Mais j'aime aucun des Chris de toute façon, donc je saurais même pas faire une tier list des Chris. Ah ouais, non, j'aime pas du tout Chris Pine, je le trouve pas du tout beau. Je te le laisse, Yad. Chris Evans, celui qui rit en croix? C'est-à-dire? Oh, oh. Il fait des croix, il rit. Knife Out, il était incroyable, ouais. Dans les Star Trek. J'aimais bien Star Trek. J'avais bien aimé. Tier list des Chris, allez. Ça se trouve, ça existe en plus. Il fait des razzias de livres. Oui. D'accord. Il rit avec les bras croisés. Je sais pas. The Christ List. Alors, il y en a que je connais pas, mais... Il y a Christian Bell. Débat. Oh putain, il y a un acteur trop cool, mais je vois même pas qui s'appelait. Ah oui, Christopher Walken. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Ah oui, ils ont mis tous les Chris. Acteurs whose first name is Chris. C'est énorme. Christian Bale. Ah putain. Christian Bale. Non, mais c'est tous les Chris, Christian et autres. Voilà. Il y avait même une meuf. Il croise les bras contre sa poitrine quand il... Ah oui, d'accord. Cristalline. Putain. Putain, Guettares. Attends, donc, qui c'est qui a fait cette vanne? Ah non, c'est Guettares, ouais. Bravo. Je vais faire une tier list des Chris. Mais il y en a plein, je connais pas en vrai. Bon, attends, je l'ouvre. Et puis, attendez, est-ce qu'ils sont tous... Là, ils sont pas beaucoup. Je vais rouvrir la première. Mais je connais pas, hein, je sais pas qui c'est lui, par exemple. On verra ça après. Allez, on finit. Et après, on fait mumuse avec les Chris. On sera pas d'accord, hein, ça je vous le dis. Alors, Haïti. Alors, pourquoi le personnage de Liam Neeson s'appelle Haïti et pas T? Parce qu'en fait, Haïti, c'est... en gros, vous connaissez tous le tea time. L'après-midi, enfin, l'espèce de collation des Anglish où on boit du thé et on mange des petits gâteaux. Et en gros, ça, c'est que pour les riches, puisque les riches, eux, peuvent s'arrêter de travailler l'après-midi pour faire cette petite pause collation. Sauf que les prolos, eux, ils pouvaient pas s'arrêter, donc ils ont décidé de créer leur propre tea time à une autre heure de la journée, c'est-à-dire le soir, où en fait, ils se font servir le thé et des sandwichs, enfin, pas des sandwichs, mais un repas plus conséquent que ce qu'on mange au tea time, sur des tables hautes. En fait, c'est pour se différencier des riches qui prenaient leur tea time sur des tables basses, au salon, et eux, ils se faisaient servir ça sur des tables hautes, alors ça peut être dans les pubs, etc. Et c'est pour ça que ça s'appelle high tea, c'est-à-dire height, la hauteur, et tea, comme le thé. Donc voilà, c'est la différence entre le tea time et le high tea. C'est la même chose, mais en version prolo et en version riche. Et j'ai trouvé ça très intéressant, car je ne connaissais pas cette anecdote sur la culture anglaise. L'alien... Ouais, elle est marrante, cette anecdote. Et c'est drôle que Haïti, ça voudrait dire qu'il se considère comme étant un prolo. Et c'est marrant. Enfin, je sais pas comment le considérer, en fait. Pourquoi est-ce que c'est juste une référence pour faire une référence comme ça, sans aucun arrière-pensée, entre guillemets, ou est-ce que c'est un symbole? Je ne sais pas. L'alien barbe. Donc, il y a un alien, en fait, qui a un double alien, où il y a un mec, et puis il y a une barbe, et la barbe est en fait un alien. Et ben, l'alien a la même voix que son hôte, puisque c'est la même personne qui double les deux, et j'ai absolument pas remarqué que c'était la même voix. Donc, c'est GG. GG à eux. Et enfin, cette anecdote que Nouma attend depuis 2 heures. En gros, à la fin du combat final, pendant le combat final, Chris Hemsworth tend la main vers un marteau. Et à ce moment-là, on peut entendre quelques notes du thème d'Avengers se déclencher pour faire référence à Thor des Avengers. Voilà, c'était l'anecdote musicale, le caméo musical.
Et le dernier caméo de ce film, c'est Thomas Pesquet, qui est sur un des écrans. Donc Thomas Pesquet, un des astronautes français. Moi non plus, j'ai pas du tout capté, Guetta, t'as raison, rien. Même le marteau, je crois que j'ai cligné des yeux parce que les bagarres et les courses-poursuites, généralement, je vais voir. Nouma peut partir en paix. Voilà, il a toute l'histoire du caméo du truc. J'ai parodé ce caméo. Alors, je vais vous expliquer maintenant les différences de costumes dans le monde. Et ensuite, on parlera 3 secondes des jumeaux. Ouais, il y a Pesquet dedans, ouais. On parlera des jumeaux parce que je les ai trouvés trop cool. Alors, les costumes. Ah, prenez des notes, c'est important, surtout si vous portez des costumes. Enfin, si vous pouvez porter des costumes, moi j'adorerais. Bon, je pense que ça existe, mais il faudrait les faire à ma taille parce que je suis vraiment trop petite. Les jumeaux, oui. Nouma, tu as vu le 4 ou pas? Parce que les deux antagonistes, c'est des jumeaux. Les acteurs. Trop stylé d'ailleurs. Alors, le style anglais. Les épaules sont plus larges que la taille. Elles sont rembourrées de ouf pour avoir une masse énorme au niveau des épaules. Elles ont 4 poches. Les manches sont serrées, mais pas trop. Et les boutons sont faits de telle taille de telle façon qu'on peut retrousser ses manches sans enlever la veste. Et ça, c'était pour les médecins, pour qu'ils puissent opérer sans enlever leur veste. Et il y a 2, voire 6 boutons si on prend la double breast suite. Voilà. À 50 ans, je vais faire des retouches. Ah, bah toi aussi tu es... tu es toute petite. Moi aussi, je suis obligée de faire 1000 retouches. Soit j'ai un trop gros fessier, soit c'est trop long. C'est terrible. Ensuite, le style italien. Le style italien, comme on peut s'en douter, il fait chaud, donc le tissu est généralement léger. Le cintrage est très fort pour pouvoir faire un torse en V, comme ça. Le pantalon est assez court, il y a peu de doublures, il y a 2-3 poches et seulement 2 boutons. Voilà, donc généralement, ce sont des... C'est vrai que quand on voit les différences entre les costumes, on voit extrêmement les différences, et puis en fait, après, quand tu les regardes comme ça, tu sais plus... Moi, je sais pas faire la différence, mais c'est vrai que les Italiens sont vachement légers, on va dire. Ah oui, les jumeaux! Alors, ensuite, le style américain. C'est le dernier style. Hein. Le dernier style, c'est le style américain. C'est celui qui est le plus représenté, mais c'est celui qui est le moins utilisé. C'est bizarre à dire, mais en fait, on le voit vachement, mais c'est le moins plébiscité pour ceux qui aiment les costumes, on va dire. En gros, il n'a pas de cintrage, donc c'est une coupe droite. Il est large pour permettre des grands mouvements de déplacement. Il n'a pas trop de rembourrage. Il est très long par rapport aux Anglais et aux Italiens, c'est-à-dire qu'il descend plus bas sur le pantalon. Il a 3 boutons, voire 2, et il a seulement 2 poches. Voilà. Un des jumeaux... Putain, mais les 2 jumeaux, Guetares dansent hyper bien. C'est vrai qu'on en met un en valeur dans le film, mais les 2 sont incroyables. Hein. Et je vais vous montrer, d'ailleurs. J'ai constaté à la British... Ah ouais? T'as des grosses épaulettes. Voilà, c'était... C'est pas, je crois, je suis sûre. Bravo, Noah. Voilà, donc c'était la petite... Oh, putain. C'était la petite... Le saviez-vous? Pas casser mon costard italien. Bah, il faut qu'il soit très léger. Et qu'il soit très cintré au niveau de la taille. Avant de passer aux jumeaux et la tier list des Chris, on va faire le point moulin. Le budget est très faible, il est que de 110 millions. Donc c'est vraiment pot de zob, hein, on va pas se mentir. Et vous pensez qu'il a récolté combien d'argent? Le 4 a trop de scènes d'action, de surenchère d'effets spéciaux. Un des derniers Marvel. Bah c'est normal, c'est un des... C'est très récent. Dieu subit les shit tracks. Ah ouais, t'as pas aimé, Plo? Moi j'ai adoré. Enfin, c'est pas que j'ai adoré, c'est que j'ai trouvé très sympa. Mais il est très, comme tu dis, il est très à la Marvel. En fait, il est très récent, donc il a changé de... Je pense qu'il y a je sais pas à quel moment l'écriture américaine a changé et est devenue très marvelienne. Vous êtes beaucoup trop haut, sauf Swift qui est beaucoup trop bas. Mais je sais pas, moi aussi je me suis demandé, putain, ça se trouve, il va être très marvelien, alors que... voilà.
Guetarez est extrêmement proche, donc bravo Guetarez, c'est 253 millions. Donc c'est pas un stonk, c'est pas une défaite non plus. Ça double sa mise, mais voilà. Superplo qui recommence. Cette fois-ci, il n'aura pas le bon chiffre. mais voilà, donc c'est ni un stonks ni un pas stonks, c'est juste, bon, bah ça a doublé la mise, donc c'est généralement bon signe pour les producteurs, même s'ils préfèrent toujours la triple. Mais voilà, donc effectivement, il n'a pas fait grand bruit, je pense que peu de gens y croyaient. Moi, je trouve qu'il fait le taf, il est marrant, mais... il est marrant et marvelien, c'est vrai qu'il est très marvelien celui-ci. Mais en même temps, il est passé derrière tous les Marvel. Hein. 2019, c'est très récent. Après, 2019, c'est aussi le Covid, donc... Faites une suite, bonsoir. Oui, mais après, attends, il y a le Covid et tout qui est passé. Ils ont d'autres Marvel à faire. Et Chris Hemsworth, ça se trouve, il est sur les torts, donc il est peut-être pas dispo. Voilà, walou.